Bonjour tout le monde. Est-ce que ça va bien? Bonjour. Est-ce que ça va bien? On n'a rien entendu. Est-ce que ça va bien? Alors la question rituelle. Qui n'est jamais venu, Vadevox? On est toujours bluffé. Ouais. Waouh. Qui est venu au moins une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9, 10 fois. Ouais. Ouais. Eh bien, à toutes celles et à tous ceux qui ne sont jamais venus, et aux autres aussi, on va vous expliquer notre histoire, parce que là, on est là devant vous, mais cette histoire remonte à... On est en 2022, moins 10, ça remonte à 2000. Donc, à l'époque, je vivais à Londres, et pour les plus jeunes, donc c'est une époque où il n'y a pas encore Google, il n'y a pas Facebook, vous voyez. Et je vis en Grande-Bretagne, à Londres, et il y a quand même des tas de meet-up. Il se passe des tas de choses assez techniques autour de Java, du web, du WAP. Qui a fait du WAP? Ouais, oh là là. Et donc après, moi je suis rentré en France quelques années après, et là il ne se passait rien. J'avais 30 ans. Oh, je viens de dire mon âge là. J'avais 20 ans et, et à 30 ans, on voulait que je sois chef de projet. Et bon, moi, je n'avais pas spécialement envie. Et je me suis dit, suis-je le seul? Et je me suis dit, tiens, j'ai vécu des trucs à Londres, et si je faisais pareil à Paris? Donc en 2008, j'ai l'idée folle avec David de Waal, qui est quelque part. David de Waal, de monter le Paris Java User Group, donc un JUG, un Java User Group. Il y en avait déjà plein à travers la planète Terre. Il y en avait plein à Londres et il y en avait 0 en France. Donc en 2008, je crée le Paris Java User Group avec David. Et voilà, donc ça, c'était les appareils photo de l'époque. 300 pixels. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui sont dans cette salle, qui sont sur cette photo. Il y a Tanguy, bon, il y a ma tronche derrière avec des cheveux. Il y a Zouer à gauche. Julien. J'ai aperçu Benoît aussi. Eric. Voilà. Donc là, on est en février 2008. C'est le premier meet-up du Paris Jug. Et je ne sais pas si vous en souvenez, mais en fait, il n'y avait aucune presse technique. On a passé la soirée à boire, à manger, puis à se dire qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, donc tout a démarré là, en février 2008, on était 40. Et puis petit à petit, donc souvenez-vous, il y a plein de jugs à travers le monde, les gens commencent à se structurer, la communauté aussi. Et il y a une conférence en Belgique qui s'appelle Javapolis, qui était la plus grosse conférence communautaire en Europe. Qui est allé à Javapolis? Oh, là, il y en a plus BZF, là. Donc Javapolis, comme son nom l'indique, Javapolis, donc c'était vraiment une conférence Java. Mais vous voyez, la communauté française est déjà là. Donc le Paris Jug, c'est 2008, là on doit être en 2009, 2010, 2011. Et on commence à tous à se retrouver là-bas au mois de novembre, la communauté Frenchy. Et on est une petite vingtaine. Donc Javapolis, c'est créé par un monsieur qui s'appelle Stéphane Jensen. Qui est devant là, juste devant. Il est devant là. Donc là, on est... Donc là, on est à une époque où le Paris Jug commence à grossir. On voit qu'il y a des conférences dans d'autres pays. Et en 2011, le Paris Java User Group a 3 ans. Et pour notre 3e anniversaire, on se déguise en nain. Voilà. Donc là, vous voyez l'air détendu de Zouer. Hein, Et on est face à 500 personnes. On est une équipe de 7 personnes. Donc le Java User Group continue à faire des meet-up mensuels. Et une fois par an, on commence à faire des gros trucs, à faire des belles confs. Et donc là, on est face à 500 personnes. On est face à 500 personnes, on est une équipe de 7. Mais il y a plein de jugs à travers la France. C'est-à-dire que le Paris Jug a été le premier. Hein. Bon, là, c'est la capitale, c'est Paris. Voilà.
c'est comme ça. Et la province a suivi. C'est la province, c'est comme ça. Et qui sont les Parisiens dans la salle? Ouais. Non, mais Bon, bref. ce qui est important de noter, en fait, c'est que le Paris Jog était un événement parisien, mais on a toujours voulu, dans les événements plus grands qu'on a fait, être un événement national et pas parigo-parisien. Voilà, c'est ça, ça a toujours été notre volonté. Donc là, on est en 2011. Je pense qu'il y a une vingtaine de jogs à travers la France, Nantes, Rennes, Marseille. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Donc vous voyez que ça commence quand même à se cristalliser. Vous voyez, je parlais de Bretz, Tours, Nantes. Et en 2011 encore, hein, on a cette idée folle d'aller un peu plus loin. Et donc, avec le Paris Jug, on partait tous les ans à Devox en Belgique, au mois de novembre, 5 jours. Javapolis qui est devenu Devox, voilà. Et on s'amusait beaucoup, et puis Stéphane nous avait vus avec nos bérets et tout ça. Et puis, avec Zouer, Antonio et José, on chauffait un peu Antonio pour organiser une grosse conf. Et puis, Antonio disparaît un week-end. Il rentre le lundi matin, et alors Antonio, et puis il nous dit pas ce qu'il a fait. Et puis il me dit, on va pas organiser de conf, on va organiser la conf. On va faire Devox France. Et donc on est en septembre-octobre 2011. Et puis bon, un peu plus tard, on est ce matin dans cet amphi, un grand amphi. On a le cœur qui bat fort avec Stéphane aussi. Il est 7h du matin, Pierre-Antoine a pris ces très belles photos. Et quelques instants plus tard, donc là on est un peu stressé. On est vraiment stressé en fait. Et je me souviendrai toujours de Stéphane qui avait vu la vidéo la veille et il m'a tapé sur l'épaule et dit « It has to happen ». Il faut que ça se fasse. Et voilà. Donc on garde ce bon moment, on annonce Devox France. Stéphane monte sur scène, donc là on est en Belgique. Vas-y, next. Et voilà, avec notre superbe anglais en train de blablater, les Belges qui nous entendent parler avec notre franglais, on rigole bien. Et on annonce Devox France, donc 6 mois plus tard, avec déjà 9 exposants à l'époque. On avait tout monté en secret, le budget. Et on arrive à 2012. Zouer. Et donc en 2012, on a jeté notre dévolu après moult recherches sur l'hôtel Marriott. On avait loué leur zone conférence. Et ce qui, au-delà de la belle moquette que vous regardez, en fait, ce qui était un peu étonnant, c'est que assez vite, première ou deuxième édition, on a rempli l'espace de conférence et on était assez vite à 1500 personnes. Donc sur les 1, 2 et 3 premières éditions de Devox France, on était à l'étroit au Marriott dans le 14e. Et alors, on a fait des trucs un peu bizarres. Explique un peu cette photo, Antonio. Oui, elle m'a fait marrer cette photo parce que bon là, vous nous voyez vous voyez les conférences, vous voyez le hall d'exposition, mais ça c'est 3 jours par an et durant l'année il se passe des trucs et parfois il se passe ça, c'est-à-dire que au début de Devox, c'était la première ou deuxième année, on s'est dit si on allait se faire un peu de pub sur le parvis de la Défense. Donc là, on est tous en train de tracter. Donc vous imaginez nous geeks en train de tracter des flyers sur le parvis à 9h30 du mat. Donc voilà, il y a des tas de choses aussi qui font qu'on en est là en fait aujourd'hui. 2015, on est trop petit au Marriott et on arrive au Palais des Congrès, donc dans la même salle que vous voyez là. José continue l'aventure de son côté, et puis là, on crée une entreprise, on est sorti de l'association, ça devient quelque chose d'un peu plus important. Voilà. 2015, arrivé au Palais des Congrès, on passe en Ligue 1, on se rend compte que ça commence à être un métier, et on n'est pas que 3, hein, on va vous révéler un petit peu les coulisses. On se lance dans des délires comme aller commander en Hollande ces lettres là qui sont derrière nous. On a fait plein de choses. On a fait aussi une formation à l'overboard. On a failli tuer 2 ou 3 gilets rouges un jour avant l'événement. On a failli perdre Arnaud. On a fait les autocollants qu'on collait nous-mêmes. Et l'imprimeur avait mélangé toutes les feuilles. Donc ma femme et mes enfants ont recollé toutes les étiquettes le week-end. On a fait plein de trucs rigolos. On a fait un truc par exemple très très sympa, c'est-à-dire qu'on avait 2000 sacs. Et on remplissait 2000 sacs de goodies pendant 2 jours. Et on commençait donc fatigué la conférence. Parce que ce qui marchait à 1000, 1500, là, vous êtes 3249, sachez-le. Ça devient compliqué. Donc d'année en année, on s'est professionnalisé.
Et puis quand même, on reste geek, puisque nous, c'est pas notre métier, on continue à taper du code. Donc on est toujours un peu sapé comme ça quand on va voir le Palais des Congrès, le Marriott et tout ça. Et une fois, on est allé dans une grande salle parisienne qu'on ne nommera pas. Et donc on les appelle, on prend le rendez-vous. Avant de venir ici, oui. Et là, on arrive avec Nicolas et les gars, ils nous ont pris pour les chauffeurs des bus. Ils nous ont donné les clés des voitures en pensant qu'on était les voituriers, alors qu'on venait visiter le lieu. Et là, on s'est dit... Allez expliquer, et merci à Viparis, quand ils nous ont vu arriver, je me souviens bien, alors ils sont hyper adorables, et ils nous ont dit, mais vous êtes une association? Bah ouais. Et bon, la photo avec les nains, bon, on leur a pas montré tout de suite, mais voilà. Donc merci aussi à Viparis de nous avoir fait confiance, on serait pas là sans eux. Alors il y a eu des beaux événements, merci, vous pouvez les applaudir, ouais. Voilà. Devoxx France, effectivement, il s'est passé des tas de choses. On a annoncé Devoxx Maroc. Donc, vous voyez, il y a eu Devoxx Belgique, Devoxx Maroc. Devoxx Maroc a été annoncé ici par notre ami Badr. Devoxx Ukraine aussi. Voilà, un petit... Alors, vous nous voyez tous les trois sur scène, mais en fait, sans l'équipe qui est à côté, on ne serait pas là, on n'aurait pas pu vous fournir un contenu et une si belle organisation. Alors, il y a dans l'ordre Karine qui se trouve là-bas, Karine, donc numéro 4. Avec Atalan, il y a aussi l'équipe qui organise et qui anime les keynotes. Charles, Katia, Arnaud, on a mis, voilà. Ça, ce sont les personnes qui ont sélectionné en 2021 et en 2022 les orateurs, organiser les keynotes. C'est un gros boulot avec Benoît qui est devant, bravo. Benoît Lafontaine, merci. Et là, c'est vraiment une équipe dédiée aux keynotes. Alors, bon, vous voyez, l'équipe est assez mixte, mais si vous êtes un homme, c'est plus sympa d'être chaud, apparemment. Ça, c'est chez Antonio, Call for Paper, c'était avant le confinement. Ils doivent être lever le bras, ceux qui ont choisi les sujets, là, pour voilà, ceux qui ont fait partie du Call for Paper. Donc, ils sont dans la salle, ils sont 23 cette année, drivés par Arnaud. Encore merci à toi, Arnaud. Donc, c'est eux que vous maudissez ou que vous remerciez. Voilà. Et je pense que vous les avez vus parce qu'ils sont en rouge, ils sont devant. Les polos rouges, les redcoats, bah, pour certains, ça fait 10 ans qu'ils sont là, merci. Donc voilà, c'est toute une équipe. Là, vous avez la petite partie visible de l'iceberg, mais vraiment, il y a toute une équipe derrière et c'est des potes en fait. Donc c'est plutôt sympa. Et on va les faire monter sur scène en commençant par Stéphane. On va commencer par Stéphane qui a créé le papa de Java Police, le papa de Devoxx. Je passe le micro. Merci, merci. I'll switch in English because that's the agreement. At least there's always one talk during the day in English. So. But well, first of all, I would like to have a round of applause for those three guys because they have really done an amazing job. I mean, it takes a small city to actually organize this and a lot of energy. And it's like a marathon, really. Like Saturday, you have the Devoxx Blues, where it's all over, and you go back to reality. But you make a difference, and you've actually inspired, I think, a lot of conferences in France just by leading by example. So I'm really grateful for that. Thank you. So one small anecdote I want to tell you is that 11 years ago, Antonio came to my place in Bruges, and he actually stayed for one night. And we drank 2 bottles of wine. Each. Portuguese wine. Sorry. The best. But basically, we woke up in the morning and we actually found it. We said, yes, we're going to do a franchise with Devoxx. And it actually started there. And my wife was there and said, what is he going to do again? You know, like, she's like my partner in crime. We said, no, we're going to franchise it. We're going to just do B McDonald's, but for Devoxx. Right? And so after 10 years, if you look at it, we have 6 Devoxxes around the world. We have 15 Vox Days, which are like smaller events. So it's like 21 cities around the world
20,000 developers, if it's not a pandemic, if there's not a pandemic, but we have 20,000 developers coming to these conferences. We record all of these sessions and we make it available for free on YouTube and other channels. So I think we are leaving a legacy here, and I think, yeah, we have an impact. So, thanks to Portuguese wine. Et on aimerait faire venir tout le monde sur scène. Les polos, Karine, le CSP, les polos rouges, tout ça. Et les jug leaders, de province, venez. Voilà, on voulait vous dire qu'on n'est pas tout seul. L'équipe du Call for Paper, l'équipe de la Keynote, les jug leaders, là, venez. Voilà, donc, voilà, Devoxx, c'est aussi tout ça. Et on voulait juste dire merci aux sponsors. Il y en a qui nous suivent vraiment chaque année depuis 10 ans. On ne les nommera pas, mais ils se reconnaîtront. Merci aux sponsors. Merci à Oxiane aussi, qui nous accompagne depuis 10 ans. Ouais. Merci aux speakers. Bravo aux speakers, merci pour vos présentations. Et merci à vous aussi. Vous, public. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Devoxx, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, ça va? Oui. On a des messages importants à passer. Allons-y. On commence déjà par la situation sanitaire. On va vous demander à tous et à toutes de faire très attention, comme d'habitude. On est très contents, franchement, d'être de retour dans une grande édition, qu'on veut vraiment la meilleure pour toutes et tous. Porter le masque autant que possible. Les speakers sont autorisés, bien sûr, à les retirer le temps de leur talk, mais le reste du temps, essayez de les porter autant que possible. Et aussi, tu voulais parler peut-être du programme. Alors, la journée de jeudi, c'est la plus longue. Et cette année, anniversaire oblige, on a essayé de faire quelque chose de grandiose. Ça va se terminer pour les plus courageux et les plus courageuses à 23 h. Donc, vous avez une journée pleine d'événements et de sessions devant vous. Il faut rester accroché. Cet après-midi, un événement spécial qui se passera dans le hall côté Paris. C'est le podcast des grosses tech. Très rigolo, une sorte de burger quiz. Donc venez nombreux, c'est à 15h30 dans le hall côté Paris. Ce soir, donc le grand retour de la soirée Meet and Greet. Il y aura de quoi manger, boire, avec modération toujours. Et surtout les soirées bof communautaires. Vous pourrez rencontrer les communautés de plein d'environs, bien sûr Java. Il y a Devoxx, donc on aura une session pour répondre à toutes vos questions et discuter de tout ce qui s'est passé ces dernières années, si vous voulez. Mais il y a aussi les communautés Docker, Kubernetes, Maven, Gradle. Tout le monde est là. Donc voilà, venez rencontrer vos pairs, venez rencontrer vraiment toutes les communautés pendant toute la soirée. Et un événement spécial qui se déroulera dans la salle Maillot. Si vous avez quelques compétences avec un instrument de musique, il y aura toute une soirée concert où vous pourrez justement faire un bof pour en profiter toute la soirée. Donc qui dit grosse journée dit grosse fatigue. Qui dit grosse fatigue, tu vois un talk qui te plaît pas et du coup t'es énervé et tu mets un mauvais commentaire, pas critique constructif, mais plutôt un peu méchante, et surtout online aussi, Twitter, machin. Donc s'il vous plaît, bienveillance, donnez du feedback. Si vous avez aimé le talk, donnez du feedback. Si vous n'avez pas aimé aussi, mais d'une manière constructive et gentille, si vous n'avez rien à dire de gentil constructif, ne le dites pas. C'est pas obligatoire, ok? Donc de la bienveillance. Bienveillance, voilà. Gardez à l'esprit que tous les speakers ici, ils ont voulu faire leur mieux, donc voilà. Et c'est pas facile de donner des talks ou des ateliers ou autres, donc et quoi d'autre? Donc moi je me dis,
T'étais où il y a 10 ans? Il y a 10 ans. Toi. Alors moi, effectivement, au-delà de travailler déjà un petit peu avec l'équipe d'Evox, mais c'était vraiment l'embryon, moi, à l'époque, j'étais dans une entreprise Exoplatform, pour ceux qui connaissent, qui faisait des portlets Java. Portlets. Des portlets. Tu te souviens des portlets? Les Qui portlets. se souvient des portlets ici? Qui se souvient Quand même. Bah voilà, t'as des tu fans. vois. T'as des fans. C'est pas utile. Et toi, qu'est-ce que tu faisais il y a 10 ans? Moi, je mettais MongoDB en production avec de la data. Pas mal des trucs. Mais je pense qu'il y a plus qu'elles sont perdues les données maintenant. Mais c'est pas. Oui, mais c'est pour MongoDB. Pas pour. Ouais, oui. Ils sont pas perdus? Elles sont toujours en production. Quoi? Elles sont toujours en production, les deux. C'est vrai? Attends, t'es pas Eric de Code Story, première édition, 3 jours à coder avec ton frère jumeau Voilà. et David Gageot et Jean-Laurent? Ah là, bah là, maintenant, il met de la déco. C'est cool. En fait, oui, les données sont toujours en production 10 ans après. Donc, niveau programme, il y avait quoi il y a 10 ans que JWT? On parlait, oui, GWT. Vous vous souvenez? Play Framework, la version 1 encore à l'époque. Ouais, mais il y avait ça aujourd'hui, on en parle moins, mais toi, tu as parlé de DevOps. Alors DevOps, les mercenaires du DevOps, en université, la première matinée de DevOps France, effectivement. Donc et on en parle encore. Hein. Et on en parle encore. Et aussi, par exemple, il y avait un jeune David Pilato qui a fait un talk d'Elasticsearch et hier, il était toujours là. Il était là hier soir. À parler Elasticsearch 10 ans après, donc bravo David. Voilà. Mais moi, j'aimerais bien avoir une belle rétrospective tech des 10 ans. Donc ça tombe bien, justement. Ça tombe bien. On va pouvoir inviter... Plot twist. Super. On va pouvoir inviter l'équipe d'un podcast, le podcast Niptech. Un grand applaudissement. Ouais, donc vous pouvez prendre vos places habituelles des podcasteurs. Attention. Oui, le podcast Niptech, c'est un podcast francophone basé où vous êtes en Suisse tous. Et ils ont plus de 10 ans, plus de 400 épisodes dans lesquels au départ vous parliez beaucoup start-up, je pense. Et aujourd'hui vous parlez plus tech générique et aussi de temps en temps vous inspirez les gens sur le développement personnel. La spiritualité indienne aussi, on m'a dit, on m'a soufflé. Oh là là. Et donc, il y a Michael Monet qui est là dès le début aussi, et il espère e-commerce et retail. Oui. Non, je ne suis pas un dev, je ne suis pas un codeur. Je crois que je suis le seul dans la salle. Bonjour. Et c'est Laura Star, c'est oui, ça hein? Exact. Donc, Baptiste, qui est le jeune Baptiste Freert. Ouais, voilà, frère. On m'a dit de sortir de l'allemande qu'il y a un mois pour dire son nom, mais je ne suis pas arrivée, désolée. Donc, toi, tu es encore étudiant, si j'ai bien compris, mais en data science, mais tu travailles aussi pour une start-up. En fait, je vous tutoie, j'essaie de vous voyer, je m'aperçois que je tutoie. C'est pas grave, non? Ok. Ça marche. Et voilà, et donc tu travailles aussi pour une start-up où vous appliquez des choses sur le... on essaie d'optimiser les traffic lights et on fait du Scala. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Scala dans la salle? Ouais. Yes. Et donc, Benoît Courdic, toi, tu travailles en stratégie innovation à l'aviation civile en Suisse, c'est ça? Pour le gouvernement, ouais. C'est ça. Et pour le rendre plus fun, en fait, tu travailles avec des drones. Exact. Ouais, Je suis dans le domaine des drones. Bon, et vous allez nous faire une belle rétrospective, donc la scène est à vous, et c'est parti. Merci. Alors, salut à toutes et à tous, et bienvenue dans cette keynote Niptech. Niptech, effectivement, c'est un podcast. Et quand j'écoutais avant la rétrospective, c'était avec énormément de plaisir parce qu'on se retrouve exactement dans cet esprit-là. C'est-à-dire, oui, on va vous parler des 10 dernières années de tech, mais vous étiez là et vous le faisiez. Donc, on n'a pas besoin de vous dire. L'objectif de ce qu'on va faire maintenant, avec vous, tous ensemble, c'est de réfléchir
à qu'est-ce qui s'est passé, à qu'est-ce qu'on a fait juste, à qu'est-ce qu'on a fait faux, à qu'est-ce qu'on a essayé. Et l'idée, c'est de garder un peu cet esprit du débutant, cette espèce d'enthousiasme qu'on a, parce qu'on a plaisir à faire. Donc on a choisi 5 tendances qu'on a expérimentées nous-mêmes, qu'on a vécues, avec des succès, vous verrez, plus ou moins aboutis. Et puis, on va commencer quand même par l'histoire du podcast, parce que vous verrez aussi au niveau technique, eh ben, il y a eu des développements intéressants qui rejoignent un petit peu ce qui a été discuté jusqu'à maintenant. Alors Mike, directement pour le podcast. Merci beaucoup, bonjour à tous. Alors vous entendez mon accent? Oui, je suis suisse. Alors si je parle un peu lentement et je dis des anglicismes, c'est normal. Donc, voilà. Merci de me pardonner. Donc on va vous expliquer un peu le début de Niptech parce que ça explique un peu la tech et puis ce qu'on a vécu. Donc on a commencé en 2001, presque comme Devox, hein, finalement, une année plus tard, une année après. Et on était sur les bancs de l'Université de Lausanne, à l'EPFL. Donc on a commencé en voulant être à la radio. On avait une émission de musique électronique, on s'est dit c'est cool, on va faire de la musique électronique. Et c'était une radio qui s'appelait Fréquence Banane. C'était pas une radio pirate comme dans les années 80 en France, mais c'était une radio. Et comme vous voyez là, sur le slide, on avait une grande antenne, un émetteur. Et il pouvait diffuser plus loin, mais il diffusait seulement à 2 km. Pourquoi? C'est parce qu'on n'avait pas le droit de diffuser plus loin, on avait juste le droit de diffuser sur le campus. Donc 2 km, il n'y avait personne qui vivait sur le campus, hein, je vous rassure. On avait des serveurs, vous voyez aussi sur la petite image, c'est drôle, c'est les années 2000. Et 3, on avait une belle radio quand même, c'était sympa. Donc voilà, ça c'est comment on a commencé avec Fréquence Banane en 2000. Après on s'est dit, bon, une émission c'est bien, mais on va faire mieux. On va faire des web radios. C'était le moment des web radios. Alors on s'est dit, on ne va pas faire 1 ni 2, mais on va en faire 3, avec des styles de musique électronique différents. Et on a commencé, on interviewait les DJ comme ça. Voilà comment on a commencé dans la radio. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde un peu comment ça a évolué la tech, on se dit, on a commencé aussi les podcasts. Et puis les podcasts, nous, j'ai regardé le feed, hein, pour être sûr de ne pas dire des bêtises aujourd'hui devant vous. On a commencé le 10 octobre 2004. Donc à l'époque, on pouvait diffuser des podcasts. Les gens s'en foutaient, on pouvait diffuser de la musique, ce qu'on voulait. Apple, il n'y avait pas de droit d'auteur, donc on pouvait faire ce qu'on voulait. Maintenant, c'est un petit peu différent, il faut le dire. Donc voilà. Donc maintenant, si on retrace un peu, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on a appris pendant ces débuts de ces années? C'est qu'en fait, nous, on a toujours été niche. Alors, je pensais qu'on était niche jusqu'à que j'arrive à Devox hier et que j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait. C'est la première fois que je suis à Devox et je me suis dit, oui, on est niche comme Devox. En fait, on est tous des enfants du long tail, tous ensemble dans la salle. Et finalement, on remarque qu'en étant niche, on peut quand même avoir des gens qui nous écoutent et une audience. Et Devox, vous êtes aussi là pour le montrer. Donc voilà les débuts. Et puis après, en 2009, Ben et Mike, ils sont un peu vieillis, ils sont un peu plus sérieux. Et du coup, ils se disent, OK, il faut qu'on fasse un truc sérieux. Et donc, ils lancent Niptech, qui est un podcast qui parle de tech, de start-up et d'inspiration, comme on l'a dit. Et ce qu'on s'est dit, ce serait intéressant de voir comment est-ce que ça a évolué, aussi techniquement, parce qu'on a des Vox, voilà, on fait des trucs techos. Et on s'est dit, attendez, comment est-ce que Niptech, on le faisait à l'époque? Et donc, on avait un site WordPress, donc pour le site de Niptech. On utilisait des flux RSS, qui est le truc standard pour les podcasts, machin et tout. Les gens, ils nous écoutaient via iTunes. Et on diffusait aussi déjà en live, alors pas 2009-2010, mais on diffusait déjà en live sur un truc qui s'appelait Ustream. Je ne sais pas si quelqu'un connaît dans la salle, mais maintenant ça a été racheté par IBM, machin, ça n'existe plus. Mais globalement, c'était comme Twitch, tout pareil, mais en 2009. Et si on regarde, en 2022, ça n'a pas changé des masses. On utilise toujours WordPress parce que ça marche. Les flux RSS, ça n'a pas changé non plus. Ouais, c'est bête, mais ça ne change pas. Les gens maintenant, OK, ils n'écoutent plus sur iTunes parce que iTunes c'était quand même bien nul. Mais ils utilisent Apple Podcasts, Spotify, des applications indépendantes aussi. Mais pareil, ça reste toujours des lecteurs de flux RSS. Et comme je l'ai dit, Ustream ça n'existe plus, on utilise Twitch. Et ce qu'on s'est demandé, c'est, attendez, mais pourquoi est-ce que ça n'a pas changé? Pourquoi est-ce qu'on utilise toujours ces trucs qui sont un peu vieillots, un peu nuls? Je pense que personne n'a envie de travailler dans cette salle avec des flux RSS. Mais il y a un peu deux raisons. La première, c'est que ça marche, tout bêtement. Voilà, le site le WordPress de Niptech, il n'y a aucun de nous trois qui a jamais eu envie de le changer, parce que c'est juste un merdier sans nom, personne n'a envie de changer ça. Les flux RSS, de la même façon, il faudrait qu'on se mette d'accord. Nous, on ne va pas lancer notre nouvelle techno de flux RSS, et personne dans le monde des podcasts n'a envie de se dire, on va changer, on va faire autre chose. Parce qu'il faudrait se mettre d'accord. Et comme il n'y a pas quelqu'un qui push ou les utilisateurs qui poussent, au final, ça ne change pas. Et de la même façon, en parlant du non-changement,
moi en 2010, j'étais un peu plus jeune, comme vous vous en doutez. En effet. Et c'était une autre époque, c'est ça aussi qu'il faut se penser avec les podcasts, c'est que en 2010, on n'avait pas de téléphone, on avait des iPods. Les podcasts sur iTunes, c'était fait pour un iPod, tu mettais, tu branchais, tu synchronisais. Et ce qui est dingue, c'est que le médium des podcasts, il était fait pour ça. Il était fait pour, tu branches ton iPod en début de semaine, tu charges tes podcasts d'1 heure que tu as téléchargé auparavant, parce que ta connexion Internet, elle n'était pas bonne, du coup tu téléchargeais ça la nuit. Et voilà, tu les avais sur ton iPod. Et la question, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, où tu peux avoir les podcasts en streaming, où tu pourrais imaginer une infinité de possibilités, de trucs. Enfin, Spotify, c'est une plateforme qui est vachement puissante, par exemple. Comment c'est que le médium, il n'a pas changé? Chez Niptech, on a essayé plein de choses. On a essayé de faire de la vidéo. On a essayé de faire des formats courts sur YouTube. Sur YouTube, on a genre 150 vidéos. On a essayé de faire du live, machin. Il n'y a rien qui a pris. Rien. Le podcast, c'est toujours le même. C'est Ben, Mike et maintenant moi. OK, ça, c'est un changement. Qui dure toujours à peu près 1 heure. On parle à peu près des mêmes sujets. Et donc la question, c'est pourquoi? Et la réponse à laquelle on est venu, c'est qu'en fait, on est dans notre niche. Et notre niche, elle n'évolue pas. Les gens, ce qui les intéresse, c'est toujours l'ambiance, c'est parler, c'est ce qu'on fait là maintenant. C'est être des humains, on parle, on a l'impression d'avoir une connexion qui est vachement forte dans les podcasts. Et ça, le format, il est déjà parfait. Le format, il marche et il n'y a pas besoin de le changer. Donc encore une fois, la leçon, je pense, de l'évolution de Niptech, c'est que quand ça marche, il n'y a pas besoin de changer. Et c'est dur. Moi, le premier, j'aime bien changer, j'aime bien faire des trucs, de l'innovation, du truc, du machin. Je pense que vous êtes pareil. Mais parfois, il n'y a juste pas besoin. Et c'est triste, peut-être, mais bon, ça marche. Très bien, assez parlé de podcast. Allez, on a assez parlé. On va vous parler d'une autre tendance qu'on a vue, que vous avez sûrement vue depuis, c'est la tendance du social. Donc, est-ce que quelqu'un connaît Klout dans la salle? K-L-O-U-T. Alors, je pensais qu'il y aurait une main qui se lèverait, donc je suis assez fier de vous, c'est déjà pas mal. Alors, Klout, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quoi? C'était un outil d'analyse de médias sociaux qui a été lancé en 2008 et qui agrégeait des données comme Facebook, Google, Instagram, LinkedIn, Twitter, même Wikipédia et YouTube. Et il permettait, en fonction de l'influence de l'utilisateur, de donner un score. Donc, comme vous pouvez le voir sur le slide, j'étais tout content, j'ai tapé Klout sur mon Gmail et je suis tombé sur cet email que j'avais envoyé à Ben, ici présent, où j'étais tout fier de le battre et d'avoir un score plus haut que lui. 38, ça pouvait aller jusqu'à 100, donc j'étais pas vraiment bon, mais ça montre un peu ce qui se passait au niveau social. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas à l'heure actuelle ce qui s'est passé, mais on retraçait un peu, puis on se dit, Facebook, ils ont commencé en 2004, en 2006, ils ont ouvert, et en 2012, il y avait déjà 1 milliard d'utilisateurs, ce qui est assez fou, le social, l'impact que ça a eu à travers la tech. Et maintenant, si on regarde un peu à travers Klout, qu'est-ce qui était juste et qu'est-ce qui était faux, on voit que finalement, ils avaient quand même raison, parce que l'influence est importante. Les influenceurs aujourd'hui, on voit qu'ils sont très influents et ils sont encore plus influents qu'ils l'étaient à l'époque. Donc l'idée de l'importance sociale, elle est juste. Maintenant, qu'est-ce qui était faux dans ça? L'idée du score. Donc le score social, on connaît certains pays qui le font. Je pense que nous, on n'aime pas du tout. Et ce n'est pas quelque chose qui a perduré. Par contre, ce qu'on voit dans le social qui est important, ce n'est pas seulement le nombre, mais c'est aussi qui tu connais. Et ça, on voit que ça a une importance énorme. Si on regarde la plateforme LinkedIn, par exemple, on peut avoir 1000, 2000 gens qui nous suivent, mais les personnes importantes qui nous suivent, ça aura plus d'impact. Et c'est ça les trois choses qu'on peut voir au niveau du social. Deuxième chose qu'on voulait vous parler, c'est la géolocalisation. Alors là, j'espère qu'il y aura plus de mains. Qui connaît Foursquare? Ah, je suis fier de vous. Là, c'est cool. Alors, Foursquare, c'était quoi? C'était la géolocalisation qui rencontre le social et la gamification, finalement. Alors moi, j'étais un grand fan. Alors, je vous ai mis mon check-in. Vous pouvez aller me chercher, ceux qui sont sur Foursquare encore. C'est Side, S-Y-D-E. Mon nickname, vous le trouverez. J'ai plus de 5300 check-in et mon dernier check-in, il était juste avant la pandémie en 2019. Donc ça va. Et puis c'est vrai que j'étais un grand fan. J'ai même été maire de l'aéroport de Genève, ce qui est assez incroyable pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Maintenant, quand on regarde la géolocalisation et puis on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? On regarde que on n'a plus envie de dire où on est en permanence. Je veux dire, la vie privée, c'est devenu important pour nous tous. Et on n'a plus envie de dire, voilà, on est là. OK, ça ne nous dérange pas de dire qu'on est à Devox, au Palais des Congrès, mais on le fait à travers des autres apps. C'est-à-dire, on le fait, c'est devenu natif. C'est devenu natif, c'est-à-dire, on le fait sur WhatsApp, on le fait sur Twitter, on le fait, mais on les fait à des moments donnés. Et je pense, les deux choses qu'on peut apprendre avec la géolocalisation. Ben? Ouais, et donc, dans Niptech, on parlait de start-up, etc. Et un jour, je me suis dit, faut franchir le pas.
Et j'ai lancé une boîte qui s'appelait Vocalytics. Alors, en gros, c'était du traitement de signal. Et qu'est-ce qu'on faisait? Typiquement, à l'époque, c'était l'époque de Steve Jobs, etc. Donc, on prenait vos paramètres vocaux, l'intonation, la vitesse, le nombre d'hésitations, etc. Mais tout ça sur le mobile. Donc, directement sur votre téléphone. L'idée, c'était de se dire, maintenant, on a un enregistreur intelligent dans la poche. Donc, première tendance, c'est mobile. Deuxième tendance, le Quantified Self qu'on voit là. On peut avoir des données sur soi-même. Et par conséquent, avec la voix, je me suis dit, mais 3 tendances comme ça ensemble, c'est succès assuré. Alors, j'aurais peut-être dû un peu mieux écouter Niptech, parce que, en fait, ce qu'on a appris, c'est que ces scores, c'est quelque chose qu'on garde une fois, mais qui ne sont pas intéressants forcément sur le long terme. Et ce qu'on voit ici, c'est assez clair. Dans le graphe ici, c'est le nombre, l'intérêt pour le Quantified Self, ce mouvement vraiment de données. Il y avait beaucoup de meet-up Quantified Self aussi à l'époque. Il est tombé avec le temps. Et c'est une réflexion intéressante, parce que ce n'est pas que les données. Regardez, moi, j'ai, comme beaucoup d'entre vous ici sûrement, encore quelque chose sur moi qui est un capteur, mais ça s'est maintenant passer au niveau plutôt de la santé. Et donc l'intégration des données, c'était vraiment une de ces grosses tendances des 10 dernières années, de comment on les capte et comment on les traite. Et c'est vraiment encore quelque chose aujourd'hui qui occupe certainement beaucoup d'entre vous. Donc, après le monde des startups, qui était une expérience absolument géniale, que je referai et que je recommanderais à tout le monde si vous avez une idée à laquelle vous croyez assez, je me suis dit, bon, je vais peut-être faire un truc un peu plus calme, et je suis passé au gouvernement. Alors, c'était effectivement un peu plus calme, dans le domaine des drones. Ce qu'il y a de fascinant dans le domaine des drones, si je devais dire en un mot, c'est la démocratisation de l'espace aérien. Jusqu'à il y a peu, pour avoir accès à l'espace aérien, il fallait avoir une licence ou prendre l'avion, etc. C'était réservé à très peu. Aujourd'hui, tout à coup, tout le monde peut avoir accès. Alors, en bien ou en mal. On peut faire des choses incroyables, si vous êtes géomètre par exemple, ou des choses très peu recommandables. Toujours est-il que tout à coup, on donne cet accès. Et ça, c'est quelque chose de génial qui amène une autre grosse tendance qu'on a vue dans la tech. Il y a 10 ans, dans Niptech, on ne parlait jamais de régulation. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut réguler. Et réguler au niveau de l'innovation, c'est extrêmement dur. J'aimerais vous donner un exemple, cependant, de pourquoi c'est possible et de pourquoi j'adore mon travail au gouvernement. C'est une plateforme, alors j'ai mis le logo là un petit peu à l'arrache là-dessus, qui s'appelle InterUSS. C'est en open source, mais en gros, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de distribuer les données des différents acteurs du domaine des drones, donc pour la gestion du trafic des drones, de manière décentralisée. Et c'est quelque chose qui permet à la fois d'être très rapide. Vous pouvez par exemple tester votre infrastructure contre cette série de tests qui est inclus dans InterUSS, mais en même temps, nous, comme régulateurs, on va pouvoir être sûr que les sociétés sont compliant, donc sont à niveau avec ce qu'on veut au niveau des régulations. Et ça, c'est vraiment intéressant de comment est-ce qu'on gère l'innovation au rythme de la régulation. Et maintenant, la dernière tendance dont vous voulez parler, évidemment, est-ce qu'on pouvait ne pas en parler? Je ne sais pas. Je pense pas. Mais ouais, je pense pas non plus. C'est évidemment les cryptos, parce que Niptech, forcément, on couvre la tech en général. Donc forcément, depuis 10 ans, plus, même 13 ans, on se fait vieux, on a parlé du coup des cryptos. Et à un moment, c'était l'effervescence. En 2014, il y avait déjà un peu d'effervescence. On a lancé un podcast qui s'appelait Nipcoin. Niptech, Nipcoin, voilà, c'est pas très original. Et, mais déjà Merci. à l'époque... Quoi? Merci, je trouve pas mal le nom, moi. Ouais, non, mais je dis pas, moi je le trouve bien. Mais on a toujours eu un excellent sens du timing. Donc je vous ai dit, on a commencé en 2014, là qu'on est au début du graphe, et on a arrêté là. Franchement, vous voyez, on n'est pas millionnaire, on n'est pas devenu millionnaire du Bitcoin, mais voilà. Mais ce qui est intéressant avec ça, c'est que le Bitcoin, les crypto-monnaies et tout, on a toujours essayé d'expérimenter, on a toujours essayé d'un peu faire nous-mêmes pour comprendre la technologie. Surtout dans ce monde-là qui est très... Il y a beaucoup de bruit, je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, qu'on aime les cryptos ou pas. C'est un monde avec beaucoup de bruit, et le fait de faire nous-mêmes, ça nous a beaucoup aidé. Par exemple, Nipcoin, c'était un podcast, mais c'était aussi un token. C'était un truc qui était basé sur Next, je crois. J'étais pas là à l'époque. Ouais. Et en fait, le but, on s'est dit, on crée un coin, c'est cool, qu'est-ce qu'on va en faire? Et à l'époque, on se disait, ouais, on pourrait le donner aux gens qui écoutent Nipcoin, et quand ça crée une communauté, on a un token pour la communauté Nipcoin. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les NFT, c'est un truc qui revient vachement. Dans les NFT, c'est, on pourrait avoir un NFT pour montrer ton appartenance à ta communauté, avoir accès aux conférences, machin et tout. Et on voit à quel point, ce qui semble être nouveau, en fait, c'est souvent des cycles. De la même façon, on a créé un NFT Niptech, du coup, il y a un an. Et de nouveau, c'était un flop.
Bon, après, c'est pas le premier de cette conférence, enfin de cette présentation. Ouais, non, voilà, on assume. Mais ce qui était vachement intéressant, c'est que pareil, on fait le NFT, et puis là, je me rends compte, mais attends, personne m'a demandé, genre je le fais en tant que Niptech, mais et donc un NFT d'un épisode de Niptech, et personne me demande de m'authentifier. Personne me dit, mais Baptiste, t'as le droit de faire un NFT Niptech, c'est toi Niptech ou quoi? Et c'est en faisant qu'on se rend compte de ce genre de choses. C'est en faisant, et quand tu te rends compte que il faut payer $150 de frais de gaz, et aucun auditeur de Niptech peut payer ça pour avoir un NFT Niptech. C'est triste. Et c'est vraiment en faisant que tu te rends compte de ce genre de choses. C'est en faisant qu'on a pu un peu, comme je l'ai dit, enlever le bruit du signal. Et je pense que c'est un peu la leçon qu'on a eue par rapport à ça, c'est de dire, OK, en faisant, on apprend, et c'est en faisant qu'on progresse finalement dans notre compréhension de la tech. Donc, on a essayé de se dire maintenant, s'il fallait synthétiser 3 leçons, parce qu'il y a des centaines de leçons, mais si vraiment il fallait en donner 3 qui pourraient être utiles dans nos pratiques au quotidien quand on développe des produits. La première, c'est ce qu'on a discuté, on peut maintenant, on sait qu'on a accès à tout plein de données, on sait qu'il faut être prudent avec ces données, mais cette question de données versus service, de quelque chose d'utile, c'est toujours quelque chose qui nous occupe. Je ne crois franchement pas qu'on ait encore réussi qu'on soit abouti à ce niveau-là, en termes de comment on utilise les données. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui vaut la peine de toujours réfléchir et remettre en question quand on développe quelque chose. Et ça va avec cette deuxième tendance, on l'a vu. Au début, on mettait la géolocalisation avec le social en se disant, boum, on met les trucs ensemble, ou la voix et le quantified self, et boum, on met des choses ensemble. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a ces tendances de groupage et dégroupage, bundling et unbundling. Et de nouveau, ça vaut vraiment la peine d'expérimenter et de vous dire, mais attends, dans ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait dégrouper et regrouper? Et je trouve que des fois, ça offre une perspective sur des éléments qu'on a un peu tendance à prendre pour acquis et à les voir de manière un peu différente. Et la troisième chose, de nouveau, on ne peut plus aujourd'hui, et ça on le sait, ignorer la régulation quand on travaille dans le monde tech. Et donc, ça demande des nouvelles choses. Typiquement, de comprendre comment fonctionnent les standards, de comprendre comment fonctionne un régulateur. C'est quelque chose qui a une énorme valeur ajoutée, à peu près quel que soit le domaine où on travaille dans la tech. Et c'est quelque chose que je vois encore très, très peu. Et je passe énormément de temps, justement, à avoir ce genre de discussion. Donc, je vous encourage vraiment à réfléchir. Si vous dites, je ne sais pas qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ou comment est-ce qu'on crée des décrets, etc., bien, sincèrement, c'est le moment de vous renseigner parce que ça vous amène également énormément au moment où vous devez créer vos produits. Voilà. Alors tout ça, on a essayé de mettre ces 3 leçons, mais comme on l'a dit, on ne finit jamais quelque chose qu'on fait avec Niptech sans une petite touche d'inspiration, quelque chose comme ça pour nous faire réfléchir de manière un peu plus large. Ça, c'est Mike qui s'en charge. Oui, on essaie de s'inspirer. Les 3 hashtags, c'est tech, startup et inspiration, donc on respire. Ils le font, c'est pas mal. C'est comme ça qu'on fait, mais dans le podcast. Non, on finit souvent Niptech, ou même tout le temps, depuis plus de 12 ans, par une citation. Et puis ça, c'est une des citations qui nous a marqué ces 12 dernières années, parce qu'on y est revenu assez souvent, et on en a même fait des t-shirts. On n'en a pas vendu des milliers, mais quand même, on les a portés à un moment donné. Et donc, on voulait terminer sur cette citation. Vous êtes prêts? T'es prêt? Ouais. Go. Seuls les poissons morts nagent dans le sens du courant. Alors, bon, s'ils applaudissent, c'est qu'ils ont compris, c'est bien. Parce que souvent, on a débat sur les citations, parce que Ben ne les comprend pas et je dois les expliquer. Donc, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, je vous promets. Ce que je vais faire, c'est vrai que si vous avez des questions sur la citation, vous pouvez venir nous poser les questions après et je vous expliquerai tout. Mais oui, je pense que ça fait sens dans une conférence de Vox qui est dans l'innovation, voilà, d'aller toujours de l'avant et puis d'innover toujours. Et je pense que cette citation, elle faisait sens il y a 12 ans et elle fait encore sens aujourd'hui. Alors, on s'est dit, on ne va pas finir sans vous demander de faire quelque chose parce qu'on a vu qu'il y a plein de choses. Vous travaillez toute la journée pendant la conférence, on a remarqué. Donc, on s'est dit, on va vous faire travailler aussi avec le podcast Niptech. Et ce qu'on va vous demander, c'est après à la conférence que vous vous tourniez vers la personne de votre droite ou de votre gauche et que vous lui expliquiez une chose qui vous a inspiré. Un blog, un livre, je ne sais pas, ça peut être une citation, ça peut être un podcast que vous avez écouté. Vous verrez, ça donne lieu à des discussions assez incroyables. Donc, on espère que vous allez le faire. En tout cas, vous avez du travail. Et nous... Ça n'a pas le droit d'être sur le développement, sinon c'est trop facile. C'est trop facile, c'est vrai. Donc nous, on voulait vous dire en tout cas un grand merci de nous avoir écoutés et on espère à bientôt sur Niptech. Merci. Merci beaucoup.
Bravo à vous. Merci beaucoup pour cette belle keynote. Et vraiment, moi, je ne veux pas gâcher. J'aimerais qu'on se focalise un peu dans le futur. Et je ne vais pas gâcher l'ambiance ni vous déprimer. Mais d'après les groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, il nous reste 3 Devox. 3. Seulement pour léguer quelque chose de bien à nos enfants. Grosse pression et je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Donc, Une des solutions qui est souvent évoquée, c'est la notion de slow tech. Est-ce que tu sais ce que c'est que la notion de slow tech? Quand tu mets un prod et ça rame parce qu'il y a des millions d'utilisateurs. Alors, ça peut arriver, ça peut peut-être y contribuer. T'as pas de cash. Mais bon, on va demander à un expert. On a invité Frédéric Bordage qui va nous en parler. Ah, mais vous êtes là. J'avais pas vu. C'est Frédéric Bordage. Merci beaucoup. Je vais te tutoyer parce que je ne vais pas faire des distinctions par rapport aux podcasteurs d'avant. Donc, toi, tu as été développeur, mais maintenant, tu conseilles un réduction d'empreinte numérique aux organisations publiques et privées, n'est-ce pas? Ouais, et tu as écrit beaucoup d'ouvrages. Le dernier sur la sobriété numérique, c'est ça? Voilà. Et en plus de ça, quoi d'autre? Ah oui, vous êtes à l'origine de Green IT, dont vous parlez sobriété numérique, numérique responsable et donc slow tech. Exactement. Et ce qu'on va faire maintenant, écouter Frédéric Bordage parce qu'il va nous dire comment hacker le système pour pouvoir faire sorte qu'on lègue quelque chose de bien à nos enfants, c'est ça? Ouais, l'idée c'est qu'on ait encore des Devox dans 10 ans et pas dans 3 ans. Ok, c'est cool. Un grand applaudissement. Bonjour tout le monde. Alors en général, je commence mes interventions par une petite devinette. Et puis aujourd'hui, comme on est quand même sur Devox et que vous êtes quand même un petit peu tech, je me suis dit que j'allais vous poser une question, une devinette sur Apollo 13. Selon vous, quel est le point commun entre l'avenir de l'humanité et Apollo 13 ? Pas évident, hein. Je pense que c'est la première fois que vous l'entendez, celle-là. Et vous allez voir qu'en fait, il y a 3 points communs. Ça sonne un peu comme un western spaghetti. Il y a 3 points communs, c'est le CO2, la low-tech et les hackers. Ça fait un peu le bon, la brute et le truand, quelque part. Et vous allez voir en fait qu'il y a vraiment 3 points communs entre réellement, sérieusement, l'avenir de la planète, l'avenir de l'humanité, et puis la mission Apollo 13. Alors en 1970, Apollo 13 a eu un petit problème. Ils étaient dans leur vaisseau spatial en train d'essayer d'aller conquérir la Lune. Et puis, il y a un réservoir d'oxygène qui a explosé. Et ils sont retrouvés dans une situation un peu critique avec le taux de dioxyde de carbone, le CO2 donc, qui augmentait de façon un peu catastrophique dans le vaisseau spatial. Et alors là, les ingénieurs de la NASA sont allés chercher les gens qu'il y a dans cette salle, finalement, des hackers, des experts de la techno qui aiment la techno et qui aiment pousser la techno dans son retranchement. Parce qu'il a fallu que, un peu pour les anciens qui ont des cheveux gris, ils fassent un peu les MacGyver de l'espace, avec du scotch, avec des tuyaux, avec des filtres qui n'étaient pas carrés et qu'il fallait faire rentrer dans des ronds, etc. Ils ont dû, donc, ce qu'on appellerait aujourd'hui de la low-tech, ils ont dû trouver une solution en urgence pour arriver à construire quelque chose qui fonctionne pour filtrer le dioxyde de carbone dans le vaisseau spatial, concrètement. Et donc, finalement, CO2, hacker, low-tech, c'est ce qui a fait le succès de la mission Apollo 13 qui a pu rentrer sur Terre en vie. Eh bien, aujourd'hui, l'équipage d'Apollo 13, c'est nous, c'est l'humanité finalement. Parce que quand on y réfléchit bien, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a émis une quantité astronomique de gaz à effet de serre sur Terre, donc dans notre vaisseau spatial concrètement, avec une concentration qui devient vraiment impossible. Dans l'atmosphère, on aura bientôt, si on continue sur cette lancée, dans 78 ans, on aura triplé la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et comme vous le savez, c'est juste un petit rappel avant d'attaquer le sujet, ça va augmenter très sérieusement la température à la surface de la Terre. On est pour l'instant lancé dans une tendance à plus 4 degrés. Et plus 4 degrés, c'est vraiment trop pour pouvoir maintenir la vie sur Terre. Ce que nous disent
les scientifiques du monde entier, du GIEC, ils nous disent aujourd'hui, c'est plus objectif Lune, c'est objectif 1,5 degré. Il va falloir tenir un réchauffement global au maximum d'1,5 degré sur Terre. Et pour y arriver, on a 3 échéances. La première, c'est d'ici 3 ans, on doit avoir atteint le pic de nos émissions de gaz à effet de serre, sinon après, plus de Devox. Et dans 8 ans, on doit avoir divisé par 2 nos émissions de gaz à effet de serre, sinon après, plus de Devox. Donc vous imaginez un petit peu le travail qui nous reste à faire. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est en ligne avec les préconisations des scientifiques? Ben en fait, pas du tout. Houston, we have again a problem, avec mon accent au moins aussi bon que les Belges. Quand on regarde un peu les chiffres, en 2021, on a battu un record historique d'émissions de gaz à effet de serre. Il y a 3 semaines, quelques semaines, disons, au mois de mars, là, 2022, il a fait moins 12 degrés à la station Concordia en Antarctique. C'est 40 degrés de plus que la moyenne saisonnière. Imaginez qu'aujourd'hui, ici à Paris, on augmente la température dans la salle de 40 degrés en plus. Imaginez. C'est ça qu'on est en train de vivre concrètement sur Terre. Et puis, quand on regarde un petit peu les réactions qu'on a par rapport à ce sujet, eh bien, les accords de Paris en 2015, on les a signés, mais depuis, on a émis 5% de plus de gaz à effet de serre qu'on le faisait avant. Et quand on regarde le sommet de la Terre à Rio en 1992, qui est le jalon historique à partir du moment, le moment à partir duquel on a commencé à s'intéresser sérieusement au climat, eh ben on a augmenté de 60%. Autant vous dire qu'on a vraiment un problème, parce que plus on s'intéresse au climat, et plus on émet des gaz à effet de serre. Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas le faire pour des Vox dans 3 ans, concrètement. Et donc, le sujet, c'est comment on peut faire, nous, chacun à notre échelle, pour hacker le système, pour aller nettement plus loin, nettement plus vite que ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a quand même des enfants dans cette salle, j'en ai vu, des grands-enfants et des petits-enfants aussi, et on leur doit quand même un avenir à nos enfants, concrètement. Alors la première chose, c'est de prendre conscience que le numérique, ce n'est pas les 2, 3, 4% qu'on entend parfois pour ceux qui s'intéressent au sujet des émissions de gaz à effet de serre anthropiques, c'est effectivement vrai, mais c'est surtout 1/3 de notre budget annuel soutenable. Notre budget annuel soutenable, c'est quoi? C'est la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut émettre pendant 1 an. Concrètement, c'est la quantité de matière qu'on peut extraire de la Terre pendant 1 an, c'est la quantité d'eau qu'on peut consommer pendant 1 an. Et quand vous rapportez nos usages numériques à ce budget annuel soutenable, eh ben, le numérique, c'est déjà 1/3. C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que chaque être humain, chaque femme, chaque homme dans cette salle ait une solution pour réduire ce 1/3 de notre budget annuel soutenable. Vous allez pouvoir agir si vous le souhaitez. Pour agir efficacement, il faut évidemment comprendre où se situe principalement le problème, et c'est clairement du côté des terminaux des utilisateurs, nos smartphones, nos ordinateurs, nos télévisions connectées, nos Thermomix, nos montres connectées, etc. On a bientôt 15 équipements numériques par personne, ce qui est absolument considérable. Et quand on continue à creuser, on se rend compte que c'est surtout du côté de l'extraction des minerais et de leur transformation en composants électroniques qu'on a le gros des problèmes, le gros des impacts environnementaux. Donc en fait, je pourrais m'arrêter là, hein, vous avez compris, le sujet c'est qu'il va falloir fabriquer moins d'équipements qui durent plus longtemps. Et alors là, en général, on me dit « ouais, mais moi, j'y peux rien, je suis qu'un dev ou une dev, c'est pas de ma faute, c'est aux fabricants de faire le job ». Sauf que, quand on y réfléchit bien, et c'est une très bonne nouvelle, quand on y réfléchit bien, il y a un lien très fort entre la couche logicielle et la couche matérielle. Puisqu'aujourd'hui, ici, dans cette salle, on a surtout des personnes qui travaillent sur la couche logicielle. Mais on se rend compte que le phénomène d'obésiciel, donc la croissance démente, disproportionnée des besoins en ressources de nos logiciels, c'est finalement le premier facteur qui va déclencher l'obsolescence du matériel, nos smartphones, nos ordinateurs, nos Thermomix peut-être demain qui rameront et qui seront plus capables de faire ce qu'on leur demande, etc. Et donc c'est vrai pour toutes les architectures techniques, logicielles, hein, c'est vrai pour tous les éditeurs, c'est vrai pour tout le monde en fait. Là j'ai mis 2 exemples, mais on pourrait le retrouver dans tous les domaines.
Et donc c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que vous, dans cette salle, vous allez pouvoir vous emparer du sujet et faire baisser en fait la quantité de ressources dont on a besoin pour exécuter un logiciel, afficher un site web, etc. Alors juste pour faire un lien avec Apollo, puisque j'ai commencé sur Apollo, avant de parler des solutions concrètes, je vous rappelle qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous envoyez un mail, vous utilisez autant de puissance informatique que pour emmener des hommes sur la Lune il y a 50 ans, en 1970. Ça doit nous faire réfléchir quand même un petit peu. Hein. Il y a autant de puissance informatique. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, là, dès demain ou dès cet après-midi? Vous allez pouvoir mettre en œuvre 2 démarches. La première, c'est l'éco-conception, et la deuxième, c'est la slow tech. L'éco-conception, c'est une démarche qui est basée sur un standard international, parce qu'il y a plein d'experts dans le monde entier qui se sont mis d'accord, qui vise à intégrer l'environnement dès qu'on conçoit ou qu'on réalise un service numérique. Et donc il y a 4 niveaux qui vont adresser finalement les 3 premiers profils, et puis après le citoyen. Le premier niveau, c'est pour vous. Le niveau 1, l'amélioration du produit, c'est l'idée que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout un tas de réflexions sur l'architecture technique, les technologies que vous utilisez, la façon dont vous écrivez vos lignes de code, des optimisations où vous allez bien mettre en cache, compresser des fichiers, etc. Ça vise les devs et les techs, concrètement. Le niveau 2, ça vise les UX. C'est l'idée de modifier le parcours utilisateur pour qu'il soit plus court, plus rapide, plus efficace. Le niveau 3, ce sont les product owners. C'est comment je fais avec la même techno, les mêmes compétences pour faire un produit différent. Comment je passe de Yahoo, un annuaire hiérarchique qui classe en catégories, sous-catégories, sous-sous-catégories pour les plus vieux et les plus vieilles, vous vous souvenez peut-être de Yahoo, à Google finalement. La même techno exactement, mais on va répondre aux besoins différemment. Et puis le niveau 4, c'est la 4e dimension de l'éco-conception, où là, ça vise surtout le hacker qui est en vous, ou la hackeuse qui est en vous. Et là, le sujet, c'est carrément de supprimer tout le numérique de nos services numériques. Ce qui est un peu bizarre dans une salle remplie avec 3000 informaticiens. Mais vous allez voir que c'est une approche qui peut être très intéressante. Donc sur les 3 premiers niveaux, les niveaux 1 à 3, il y a déjà plein de solutions qui existent. Il y a différents collectifs, le collectif Conception numérique responsable, le collectif des designers éthiques, le collectif IT on Us, qui proposent tous des outils qui sont 100% ouverts, 100% gratuits, il y a des formations, etc. Donc je vous invite à aller regarder de ce côté-là toutes les ressources qui sont à votre disposition pour passer à l'action dès demain. Ça, c'est vraiment facile à mettre en œuvre. Et puis je vous invite aussi à découvrir la 4e édition du référentiel du collectif Conception numérique responsable qu'on présentera le 10 mai prochain. Le sujet de mon intervention, ce n'est pas tant ces 3 premiers niveaux, parce que vous allez pouvoir très facilement trouver les ressources et les mettre en œuvre. Mon sujet, c'est plutôt celui de la slow tech, parce que je pense que c'est vraiment là qu'on a un effet de levier suffisant pour livrer une planète vivable à nos enfants. La slow tech, c'est très simple, c'est la low tech, c'est l'association en fait de la low tech et de la high tech. Alors comme ça, vous dites la low-tech, vous ne voyez pas trop ce que c'est. La high-tech, vous voyez bien que c'est votre domaine, le numérique. Je vais vous montrer 2 exemples concrets juste après. Pourquoi c'est important de mettre en œuvre cette démarche de slow-tech? Parce que le numérique, c'est une ressource non renouvelable. Dans 30 ans, il n'y aura plus d'ordinateurs. Ça peut paraître complètement bizarre. D'ailleurs, en général, quand je fais des conférences, les gens dans la salle ne réagissent pas. Ça nous paraît complètement pas possible, quoi. Et pourtant, au rythme où on consomme les dernières réserves rentables de métaux, de minéraux, eh bien, dans 30 ans, il n'y a plus d'ordinateurs parce qu'entre la barrière minéralogique, le coût écologique inacceptable, le coût économique dément, eh bien, on ne pourra plus fabriquer d'ordinateurs. Donc si, comme moi, vous pensez que la tech et que le numérique, c'est une formidable ressource, que c'est génial pour se soigner, simuler l'évolution du climat, éduquer nos enfants, se divertir, etc., eh bien, il va falloir commencer à économiser cette ressource pour pouvoir en léguer à nos enfants. Je vous rappelle que notre objectif de 2100, c'est dans 78 ans, et 78 ans, c'est une vie d'homme. Donc 2100, c'est demain, en fait, finalement. Et donc pour pouvoir léguer du numérique à nos enfants, eh bien, vous allez pouvoir mettre en œuvre cette démarche de slow tech qui, finalement, est très simple, c'est du bon sens paysan. Donc, un retour d'expérience concret pour la start-up Weatherforce, qui est basée à Toulouse et qui calcule des prévisions pluviométriques pour des agriculteurs. Eh bien, initialement, ils avaient une application 4G, dernier cri, à l'époque,
qui fonctionnait donc sur des smartphones 4G, avec un réseau 4G déployé, etc. Et ils voulaient réduire l'impact environnemental de leur solution, tout en conquérant les pays émergents, où il y a le gros vivier finalement de leurs futurs clients, concrètement. Et à l'époque, on les a accompagnés, et on a abouti à une solution qui visait à associer de la low-tech avec de la high-tech. La high-tech qu'on a conservée, c'est des supercalculateurs à Toulouse, blindés d'IA, qui calculent les prévisions pluviométriques. Ça, il n'y a que des ordinateurs, des informaticiens, des algorithmes qui savent le faire. Par contre, pour transmettre les prévisions pluviométriques et surtout les alertes aux paysans dans un village pilote en Côte d'Ivoire, autant vous dire que tout le monde n'est pas équipé d'un smartphone 4G et que la 4G ne passe pas partout, concrètement. On est revenu sur une solution low-tech, quelque part, ou low-tech numérique, un simple SMS en 2G, et ça fonctionne très bien. Le problème, c'est qu'il y a 30% d'illettrisme dans ces zones rurales. Alors, on a été chercher une solution encore plus low-tech, mais très efficace. On a équipé tous les instituteurs et les institutrices du village, on leur a donné accès à un abonnement. Et donc, ils écrivent et dessinent à la craie sur un tableau noir les prévisions pluviométriques qui seront ensuite transmises par les enfants lorsqu'ils rentrent de l'école à leurs parents. Et donc là, grâce à cette association, on a transformé des écrans de smartphones 4G en des tableaux noirs et des craies. Cette start-up, Weatherforce, est en train de devenir le leader mondial dans son domaine parce qu'elle est capable d'attaquer des marchés qu'elle n'aurait jamais attaqués, parce qu'elle a en fait déclivé sa pensée, elle est sortie du tout technologique et elle a associé low-tech et high-tech pour une solution globale qui répond vraiment aux enjeux, à ces enjeux concrètement. Pour vous donner un dernier exemple avant de conclure, dans le cadre du dépistage du cancer, on a deux approches qui sont diamétralement opposées et qui sont très intéressantes. On a d'un côté Google qui a une intelligence artificielle, donc super tech, qui détecte mieux certains cancers, seins et poumons notamment, que des oncologues. Parce qu'à force d'entraîner sur des millions d'itérations les IA, elle détecte quelques pixels sur un énorme cliché qui est un signal faible du fait qu'il y a peut-être un cancer qui est en train de se déclencher. Un être humain, aussi brillant soit-il, n'a pas détecté ces 3 pixels. En France, on n'a pas Google, mais on a l'Institut Curie avec des chercheurs qui se sont dit que puisqu'on était capable de détecter de la drogue avec des caniches et des bergers malinois comme Thor qui apparaît sur la photo, c'est son nom, peut-être que quand on est malade, peut-être qu'on émet des phéromones, des marqueurs olfactifs qui sont détectables par un chien. Et en fait, le projet CADOG démontre aujourd'hui qu'un chien détecte mieux, donc plus précocement avec moins de faux positifs, un cancer. Et donc l'idée de la slow-tech, c'est surtout pas de jeter de l'IA, mais c'est de se dire quand un chien est capable de détecter un cancer, alors n'utilisons pas, ne grillons pas nos dernières réserves de numérique à notre disposition pour faire ce qu'un chien sait faire, conservons cette puissance informatique pour calculer l'évolution du climat, pour faire n'importe quoi d'autre qu'un chien ne sait pas faire, concrètement. C'est ça l'idée finalement de la slow-tech. Donc pour conclure, au XXe siècle, le grand défi du XXe siècle, c'était de conquérir la Lune. L'URSS, ça s'appelait à l'époque encore l'URSS, et les États-Unis d'Amérique se tiraient la bourre. Et l'enjeu, c'était qui poserait le premier le pied sur la Lune, concrètement. Et pour relever ce défi, la NASA, à l'époque, a eu l'intelligence, je dirais même l'ingéniosité, d'associer des hackers, de la low-tech, de la high-tech. Elle a pris tout ce qu'elle avait à sa disposition pour finalement relever le défi concrètement. Aujourd'hui, au XXIe siècle, notre défi, c'est de livrer un monde viable à nos enfants. On a 3 ans pour atteindre le pic de nos émissions. On a 8 ans pour avoir divisé par 2 nos émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire qu'il va falloir s'y coller de façon vraiment sérieuse. Et donc, avec les 2 approches que je viens d'aborder, vous avez vraiment, à l'échelle individuelle, chacune d'entre vous, les moyens d'infléchir cette trajectoire pour qu'on puisse enfin transmettre à nos enfants un monde qui soit plus viable. Ça a l'air un peu trop sérieux comme ça quand je fais la conférence de cette façon-là, mais au quotidien, c'est en plus hyper créatif. Si vous étiez fan de MacGyver à l'époque quand vous étiez petit, je peux vous dire qu'on s'éclate au quotidien, c'est super intéressant, c'est vraiment, on redevient des hackers au sens noble du terme, et c'est vraiment, vraiment réjouissant. Et donc, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez passer à l'action, on vous encourage vivement à vous former sur le sujet pour avancer, pour gagner du temps, et surtout à nous rejoindre. Tout ce qu'on fait, en fait, est 100% gratuit et 100% open source.
je vous ai mis, c'est en tout petit, l'adresse en fait de notre dépôt où on partage avec le reste du monde des outils pour accélérer le mouvement. On a besoin de votre intelligence, on a besoin de votre énergie, on a besoin de vos bras pour faire avancer le sujet plus vite. C'est vous, les hackers dans cette salle, qui pouvez nous aider à vraiment insuffler cette énergie et faire avancer la problématique. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour la suite. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, levez la main s'il y a des questions pour Frédéric. On a quelques minutes. On a le temps pour une question. Ah. Donc, ah. Bon, je vais prendre quelqu'un au hasard au deuxième rang. Moi, ma question est assez rapide. C'est par rapport à l'effet rebond, c'est-à-dire par rapport on économise et en fait on économise, on se rend compte que derrière, du coup, on améliore l'efficience, l'efficacité, et au bout du compte, on diminue rien dans la consommation. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup d'optimisations qui a eu lieu. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, l'effet rebond existe. Hein. C'est la 5G, littéralement, unitairement, par mégaoctet transféré, ça consomme nettement moins d'électricité, nettement moins d'impact. Mais comme on va en transporter beaucoup plus, en valeur absolue, ça aura plus d'impact. C'est ça l'effet rebond, tout à fait. C'est pour ça que nous, on vous amène en fait à penser le sujet plutôt en slow tech, c'est-à-dire à aller vraiment beaucoup plus loin dans la réflexion et à sortir de uniquement les gains d'efficience. C'est super important, les gains d'efficience, et autant en profiter de ces gains d'efficience, mais ils ne seront jamais suffisants. Aujourd'hui, il faut vraiment sortir du cadre actuel où on est dans de l'optimisation technologique. Ça ne sera pas suffisant, concrètement. Si on veut avoir un avenir, il faut aussi... le monde de demain, il sera inéluctablement low-tech, que ça nous plaise ou pas. Pourquoi ? Parce que la tech, les véhicules électriques, le numérique, les énergies renouvelables sont en train progressivement d'épuiser les dernières réserves rentables de métaux et de minéraux à nos dispositions. Donc quoi qu'on fasse, à l'échelle de quelques générations, le monde de demain sera plus low-tech. Et c'est comme ça, que ça soit bien ou mal, que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça. Et donc l'enjeu, c'est de commencer à décliver notre pensée et à vraiment aller chercher à associer des chiens et des intelligences artificielles, des tableaux noirs et des supercalculateurs à Toulouse, parce que c'est comme ça qu'on va construire l'avenir de l'humanité, concrètement. Et très probablement que les Google, sans faire l'apologie de Google du tout, mais très probablement que les grands succès de demain injecteront cette idée de la slow tech dans leur ADN. Merci beaucoup. Est-ce que vous allez rester la journée? Tu vas rester la journée? Oui, oui, je reste. Donc, vous pouvez tous et toutes lui poser des questions peut-être. On va t'aborder comme ça. Et là, maintenant, c'est la pause. Donc, profitez de la journée. Et merci beaucoup. Merci tout le monde.